Bonjour à tous et bienvenue sur ce neuvième et nouvel épisode de Philosophy Storia et troisième épisode sur Aristote, déjà. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'univers, de la nature et du vivant, et dans cet épisode-ci, nous parlerons d'éthique, du bonheur et de la vertu selon Aristote. Je vous propose de commencer tout de suite. Qu'est-ce donc que le souverain bien? Le souverain bien, c'est la finalité de tous nos actes. Écoutons Aristote. Si donc il y a, de nos activités, quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d'une autre, il est clair que cette fin-là ne saurait être que le bien, souverain bien. Fin de la citation. En éthique, le souverain bien est le but ultime de l'existence humaine. Tous nos actes ont pour finalité l'obtention du souverain bien qui désigne l'unité et la synthèse de tous les biens particuliers qui sont donnés à l'homme de connaître. Cette phrase est tirée de l'Éthique à Nicomaque. Il s'agit d'une synthèse des cours de morale donnés par Aristote. Ce dernier y affirme que la finalité de nos actes est toujours d'obtenir du bien. L'éthique se définit dès lors comme une discipline qui établit la définition du bien recherché par l'homme. Pour l'homme, comme pour toute chose dans la nature, la finalité ne peut être autre chose que le bien. Pour le démontrer, Aristote passe en revue des activités propres à l'homme. Médecine, économie et politique, et ainsi de suite, sont toutes des activités qui se donnent comme fin la réalisation d'un bien. La médecine a pour fin la santé, l'économie, la richesse, la politique, le bien commun de la cité. À la suite de Socrate et de Platon, Aristote affirme l'impossibilité de rechercher le mal pour le mal en lui-même. Il y a une multiplicité de biens possibles qui s'offrent à l'homme. Et cette multiplicité se retrouve dans le souverain bien. Le souverain bien, c'est l'unité et la finalité, c'est-à-dire le but, de tous les biens. Cette notion se veut être en accord avec la nature même de l'homme. Effectivement, la position d'un souverain bien, autrement dit d'une finalité ultime de l'action humaine, s'accorde avec la rationalité de l'homme. Il est impossible de mener sa vie de manière chaotique et désordonnée. Et il est tout autant impossible d'envisager une régression à l'infini concernant le but de nos actes. Car, de la même manière que la logique épistémologique exige de revenir à un principe premier qui fonde l'ensemble des connaissances secondes, de la même manière, il est nécessaire de poser une finalité première qui donne sens et cohérence à l'ensemble des finalités secondes. Ce principe premier, ce terme, c'est le souverain bien. Ainsi, l'homme poursuit des fins multiples et différentes. L'homme hiérarchise les objectifs qu'il se fixe, ou plus exactement, les différentes finalités qu'il poursuit entretiennent elles-mêmes un rapport hiérarchique de primauté et de subordination. Par exemple, si l'équitation est un bien pour l'homme, elle est la finalité de l'art hippique. Mais pour parvenir à la réalisation de l'équitation, l'art hippique doit être secondé par les arts qui lui sont subordonnés, comme l'art de fabriquer des morses, car le morse est un moyen par lequel l'art hippique atteint son excellence. Je rappelle que le morse est une pièce qui permet d'harnacher un cheval à partir de la bouche. Il s'agit de la pièce métallique que l'on met dans la bouche du cheval. Aristote constitue donc une architectonique. Une architectonique, retenez bien ce mot. Une science ou un art est dite architectonique quand sa finalité, et le bien qui en découle, est première. A contrario, une science ou un art qui se dit subordonné quand sa finalité est d'importance moindre et qu'il participe en tant que moyen à la réalisation de la science architectonique, comme l'art de la fabrication de morses pour l'art hippique, qui est architectonique. Nous retrouvons la distinction fin-moyen. La fin a toujours plus de valeur que le moyen, car le moyen se trouve déjà dans la fin. Mais une fin peut devenir à son tour un moyen pour une fin plus importante. Et ainsi de suite jusqu'à parvenir à la fin ultime. Et je vous propose maintenant de vous mettre en joie, car nous allons parler du bonheur. Écoutons Aristote. Le bonheur est quelque chose de parfait qui se suffit à soi-même. Et il est la fin de nos actions. Fin de la citation. L'idée, c'est que le bonheur est identifié par Aristote au souverain bien, relativement à l'homme. Le bonheur est donc la finalité ultime de l'éthique. Le bien, en effet, peut se diviser de plusieurs manières et peut se rapporter à tous les êtres vivants, puisque l'une des causes du vivant est la nature qui contient en elle-même sa propre finalité, finalité qui concourt au bien. Ainsi, le bien dans la substance est le Dieu, dans la qualité, c'est la vertu, dans la quantité, la juste mesure, etc.
Par conséquent, dire que le bien est la finalité de tous nos actes suppose une précision supplémentaire dont l'objectif est de déterminer la nature du bien. Ainsi, comme l'archer, nous ne pouvons atteindre notre cible sans la connaître. Cette détermination est liée à la nature de l'homme dans la mesure où l'éthique porte sur le bien. Non en général, ou le bien dans la nature, mais le bien qui porte sur le bien proprement humain. Suivant la méthode aristotélicienne, l'opinion des philosophes s'entend pour appeler le bien proprement humain, à savoir le bonheur. La finalité de tous nos actes s'identifie donc au bonheur. En effet, pour l'homme, la multiplicité des fins éthiques tend au bout de compte vers une fin ultime qui est le bonheur. Le bonheur désigne la seule fin qui est voulue pour elle-même et non pour une autre chose. Les biens intermédiaires, santé, richesse, victoire, etc. ne sont pas voulus pour eux-mêmes, mais en tant que moyen de parvenir au bonheur. Le bonheur est donc considéré comme la fin la plus parfaite. Et la fin la plus parfaite s'identifie par l'autosuffisance. Le bonheur est une activité qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'autre chose qu'elle-même pour être désirée. Cette activité est aussi autosuffisante dans la mesure où l'état d'accomplissement et de satisfaction auquel elle correspond est total et indépendant à l'égard de toute autre fin extérieure. Mais, se demande Aristote, comment acquiert-on le bonheur ? Écoutons-le. Il faut examiner en quoi consiste le bien vivre et comment on l'acquiert, nous dit Aristote. Est-ce par nature, ou par apprentissage intellectuel, ou par quelque autre exercice ? Soit grâce à l'inspiration, soit grâce à la fortune ? Fin de la citation. Il faut entendre qu'Aristote envisage les différents moyens de parvenir au bonheur tels qu'ils sont reconnus communément et donne sa préférence concernant les vertus éthiques à la pratique. Cette phrase vient de l'Éthique à Eudème, deuxième ouvrage le plus important d'Aristote sur le thème de l'éthique. La question posée par Aristote est un lieu commun de la philosophie et de la sophistique. Il est impossible de répondre à la question « Qu'est-ce que le bonheur ?» sans déterminer au préalable la nature du bonheur. Le bonheur proprement humain est défini comme l'activité de l'âme accompagnée de vertu et de rationalité. Cette définition n'exclut pas la possibilité que plusieurs conditions interviennent dans l'obtention du bonheur. Le bonheur ne peut s'enseigner car il n'est pas une science, et le bonheur n'est pas la science et ne repose qu'en partie sur la science. Lorsqu'on considère que les vertus intellectuelles participent au bonheur. Mais Aristote place le bonheur humain davantage dans les vertus morales. C'est donc les bonnes habitudes, l'expérience et l'exercice qui participent le plus à l'acquisition de la vertu morale et par suite à l'obtention du bonheur. Enfin, si le bonheur fait aussi intervenir les biens extérieurs qui ne dépendent pas toujours de nous, alors la fortune, c'est-à-dire le destin, n'est pas négligeable. Elle est au contraire déterminante pour que le bonheur puisse avoir la possession des biens extérieurs qui supposent une fortune favorable, c'est-à-dire un destin favorable. Cependant, Aristote cherche à fonder le bonheur de manière durable et stable. C'est pourquoi il insiste sur ce qui permet d'assurer au bonheur, une certaine durabilité. Il se détourne donc de la question de la fortune, donc du destin, qui par définition nous échappe, pour se concentrer sur l'idée que le bonheur est avant tout une activité qui dépend de nos actes, de nos habitudes et de notre volonté d'être vertueux. Et puisque nous parlons de vertu, quelles sont ces vertus morales et intellectuelles dont nous avons besoin pour atteindre le bonheur ? Écoutons Aristote. L'âme se divise en deux parties, l'une raisonnable, l'autre irraisonnable. Dans la partie qui est douée de raison, on peut distinguer la prudence, la sagesse, l'instruction, et c'est dans la partie irraisonnable que se trouve ce qu'on appelle les vertus. Fin de la citation. Cela peut paraître assez paradoxal, je vous l'avoue, mais en effet, dans cette phrase tirée du Magna Moralia, Aristote distingue deux genres de vertus, les vertus morales et les vertus intellectuelles, suivant la différence entre deux manières d'exercer la rationalité, ou le logos. Si le bonheur est la réalisation achevée de la nature humaine, il faut trouver ce qui définit en propre l'homme, afin de déterminer l'acte spécifique qui appartient à l'homme, et dont il doit réaliser la vertu. Nous allons devoir faire une analogie biologique, et donc un rappel de l'épisode précédent. En effet, le corps n'est pas propre à l'homme, car tout être vivant possède une matière, et la matière elle-même n'est que le substrat qui reçoit les propriétés de la forme, donc de l'âme, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Autrement dit, l'âme est le principe entéléchique du corps. C'est donc en l'âme qu'il faut trouver la spécificité de l'activité humaine.
Or, l'âme, suivant la psychologie d'Aristote, se décompose en plusieurs parties distinctes et plusieurs facultés. Chaque partie ou faculté exerce une certaine activité, ou, pour le dire autrement, est principe d'un certain genre de mouvement. Il y a tout d'abord la faculté végétative, commune à tous les êtres vivants et principe de leur croissance biologique. Ensuite, il y a la faculté nutritive, qui participe de l'activité de nutrition. Puis il existe la faculté désirante, principe du mouvement du vivant, en tant qu'elle est la cause de la recherche de la satisfaction du désir, de la recherche du plaisir, et, pour l'homme, la recherche du bonheur. Enfin, Aristote indique la partie rationnelle de l'âme, dont l'acte est l'exercice de la raison, faculté qui est spécifique aux êtres rationnels comme l'homme. La principale distinction présentée dans la citation que nous avons évoquée porte sur la partie raisonnable et la partie non raisonnable de l'âme. Il faut entendre par là qu'une partie de l'âme exerce la rationalité en elle-même, tandis que le principe de la seconde partie ne réside pas dans l'acte même de la raison, mais dans l'application de la rationalité à la partie non raisonnable de l'âme et cause du mouvement, à savoir la partie désirante. C'est la partie désirante qui est la partie non raisonnable de l'âme. Ainsi, Aristote distingue deux exercices de la rationalité. Premièrement, l'activité rationnelle est à elle-même sa propre fin. Il s'agit de l'activité théorique de la raison dont la fin est la connaissance théorétique. Théorétique, c'est-à-dire qui a trait ou qui vise à la connaissance conceptuelle, au savoir et non à l'action. La réalisation de la fonction rationnelle mène aux vertus intellectuelles comme la sagesse, la sophia, et la prudence, la phronésis. Deuxièmement, l'activité rationnelle peut être appliquée sur un objet non rationnel comme les désirs, les plaisirs et les peines. C'est ce en quoi consistent les vertus morales. Elles résident dans l'application de la rationalité dans le domaine éthique et pratique. En effet, les vertus morales comme la tempérance, le courage, que nous avons vu dans un épisode sur Platon, sont des objets en soi irrationnels. Ainsi, le tempérant exerce sa vertu sur les plaisirs et le courageux exerce sa vertu sur la peur, sentiment qui n'appartient pas à la raison. La fonction de la raison est alors de s'appliquer à des objets afin de mener l'agent à la réalisation d'une action vertueuse. A l'inverse, quand la raison ne s'applique pas à ces objets et que l'agent, c'est-à-dire l'individu, se laisse dominer par eux, l'individu ou l'agent tombe alors dans le vice. Les termes choisis par Aristote, celui d'éthique, indique en grec que ces vertus résident dans l'exercice, l'acquisition de bonnes habitudes, et l'enracinement de dispositions vertueuses formant le caractère à la convenance morale. La vertu morale est donc le résultat de l'application de la règle morale à un objet irrationnel comme les désirs, les sentiments, etc., dont l'origine se trouve dans la faculté désirante de l'âme. La vertu, c'est la juste mesure et la droite raison. Je cite Aristote dans Éthique à Nicomaque. La vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée, et comme la déterminerait l'homme prudent. Fin de la citation. Cela signifie que la vertu morale consiste dans la détermination de la juste mesure entre un excès et un défaut, juste mesure déterminée par l'application de la raison, relative à l'agent ou à l'individu, et à la situation. Les principaux objets des vertus morales sont les désirs, les plaisirs et les peines. Or, ces objets sont des quantités par accident. Autrement dit, elles ne sont pas en soi des quantités, mais elles peuvent se dire de manière quantitative. Par exemple, nous disons que nous éprouvons plus ou moins de plaisir, plus ou moins de peine, etc. Puisque les objets de la vertu morale sont d'ordre quantitatif. Les attributs de la quantité peuvent alors s'y appliquer. C'est pourquoi la vertu morale réside selon Aristote dans la juste mesure ou le juste milieu entre excès et défaut. Par exemple, le courage est le juste milieu entre la témérité qui est un excès de courage et la lâcheté qui est un défaut de courage. L'action droite et vertueuse est donc identifiée à la juste mesure, au juste milieu ou encore à la modération. Dans la mesure où l'action est toujours unique et singulière, Aristote souligne la difficulté d'appliquer une norme rationnelle générale ou formelle. C'est pourquoi il renvoie la détermination de cette norme à un exemple vivant qui est l'homme prudent. En effet, l'homme prudent est celui qui, par son expérience, a montré qu'il parvenait à chaque fois à réaliser la vertu par une application droite de la norme rationnelle. C'est pourquoi l'homme prudent devient la norme pratique de la vertu.
Il montre en acte là où réside la juste mesure. Mais qu'est-ce exactement que la prudence et l'homme prudent? Je cite Aristote dans Des vertus et des vices, ouvrage dit apocryphe. Le propre de la prudence, c'est de délibérer, de discerner le bien et le mal, de distinguer toujours dans la vie ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut fuir. Fin de la citation. Cela veut dire qu'Aristote définit la prudence, la phronésis, comme la vertu morale suprême, celle-là même qui permet à l'homme de délibérer correctement et d'agir suivant les biens. La prudence est considérée par Aristote comme la principale vertu morale. Elle représente la vertu morale première, en ce que les autres vertus se rapportent à elle. La prudence est comme la condition de possibilité des autres vertus dans la mesure où elle permet à l'homme prudent d'agir avec rectitude en toutes circonstances. Ainsi, la réussite des autres vertus suppose une compétence qui trouve son fondement dans la prudence. La prudence désigne la vertu de délibération appuyée sur une connaissance du bien et du mal. Or, tout acte suppose une délibération. Celle-ci a deux sens principaux. Premièrement, elle établit la conformité du désir avec la finalité éthique qui est le bien suivant l'intellect et la raison. La prudence est l'exercice de la raison appliquée à l'action d'un point de vue général. Ce n'est donc pas, contrairement à la sagesse ou à la science, une connaissance théorique, mais c'est une connaissance pratique, dont l'accomplissement est le bien pratique. Dès lors, la prudence préside au choix pratique. Le choix pratique est droit quand il est en accord avec la raison et avec l'unité de l'activité pratique, à savoir le bien humain. Mais l'homme prudent n'est pas seulement celui dont le choix est correct. Il désigne surtout celui qui parvient à réaliser la fin pour laquelle il agit. En effet, la vertu n'est pas seulement dans l'intention ou le choix moral, mais elle est aussi dans la réussite effective de l'action. Sans réussite de l'action, la vertu est incomplète. L'homme prudent mesure son choix et son acte en fonction des circonstances et prend en compte celles-ci afin d'agir le mieux possible à l'intérieur de la situation. C'est pourquoi Aristote illustre la prudence par l'exemple de Périclès, celui qui apporta la démocratie à Athènes. Périclès n'est pas un sage, mais il est un homme politique qui est parvenu, au cours de sa vie politique, à prendre les bons choix et à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, suivant une connaissance du bien pratique de la cité. Périclès est le modèle de l'homme prudent, de ce genre d'homme capable de voir ce qui est bon pour eux et pour les hommes, et de le réaliser. Nous passons maintenant à la théorie de l'action. Qu'est-ce que le volontaire et l'involontaire? Je cite Aristote dans son Éthique à Eudème. L'individu est la cause de ses actions volontaires et conforme à son choix délibéré mais non des actions involontaires. Fin de la citation. Cela signifie qu'un acte volontaire est un acte dont le principe est intérieur à l'individu, et il repose sur un choix délibéré et réfléchi dans l'individu, tandis qu'un acte involontaire est terminé par une cause étrangère de l'individu. En effet, puisque la vertu est rationnelle et droitement déterminée, elle suppose la délibération et le choix délibéré. Préalablement, toute délibération et tout choix suppose la distinction entre des actes volontaires et des actes involontaires. La vertu relève nécessairement du premier genre d'acte, c'est-à-dire des actes volontaires. La première définition de l'acte volontaire est négative. Il est ce qui n'est ni contraint ni soumis à la nécessité. En effet, la contrainte et la nécessité ne sont pas objets de choix et sont donc involontaires. La contrainte désigne l'action d'une cause ou d'une force extérieure qui s'impose à l'agent, c'est-à-dire à l'individu, et qui le détermine à agir sans qu'il n'en ait pris la décision. Par exemple, la force du vent contraint le marcheur à reculer. La nécessité est ce qui s'impose à l'homme suivant une loi naturelle inhérente à son essence. La nécessité qui s'oppose à l'incontingence étant définie comme ce qui ne peut être autrement, tout événement nécessaire échappe au choix, à la délibération et à la volonté humaine. Cependant, Aristote ajoute une troisième cause à l'acte involontaire, c'est l'ignorance. Ensuite, le cas de l'ignorance mène Aristote à considérer d'autres types d'actes intermédiaires, entre le volontaire et l'involontaire. Il s'agit du non-volontaire et des actes mixtes. Un acte fait par ignorance est classé parmi les actes involontaires dans la mesure où l'agent, c'est-à-dire l'individu, n'a pas agi en connaissance de cause, il ignorait les conséquences de son acte. Selon lui, un acte dont l'agent ne connaît pas le résultat ni la fin est involontaire. Et il l'est d'autant plus qu'il apporte de la peine et de l'affliction à l'agent. Le volontaire suppose donc trois facteurs: la contingence, c'est-à-dire ce qui n'est pas nécessaire, la décision libre de contrainte, et la délibération, c'est-à-dire les connaissances pleines et entières de l'objectif et de moyens propres à l'action. L'involontaire répond donc aux critères opposés.
Ainsi, entre l'acte volontaire et l'acte involontaire, il existe une sorte de gradation des actes qui vont du parfaitement volontaire au parfaitement involontaire. Les actes qui mêlent volontaire et involontaire sont dits mixtes. C'est les actes entre le volontaire et l'involontaire. Aristote prend 2 exemples pour parler de cette nouvelle catégorie. Un homme contraint par un tyran de choisir entre assassiner un homme ou perdre sa famille. Ou encore un capitaine contraint par le naufrage de son navire de choisir entre se sauver en larguant la cargaison ou la conserver en amoindrissant considérablement ses chances de succès. Les critères de l'acte volontaire sont grandement restreints, mais il reste le choix final des 2 acteurs entre les 2 possibilités offertes. Or, ce choix fait intervenir une délibération. Aristote remarque pourtant que dans la mesure où les possibilités restantes sont réduites par une cause extérieure, ces actes restent involontaires. Nous passons maintenant à la dernière partie, qui est le désir entendu comme cause motrice de l'action humaine. Aristote nous dit dans De l'âme ceci. Désir et pensée pratique sont regardés comme des facultés motrices, car le désirable est moteur, et si la pensée est à son tour motrice, c'est parce qu'elle trouve le principe de son propre mouvement dans le désirable. Fin de la citation. Cela signifie que le désir est le principe qui fait agir l'homme. Il est donc la cause motrice qui met l'homme en mouvement. Il n'hésite pas à considérer le désir comme la faculté motrice principale. Cependant, il nuance parfois ce propos quand il considère la fonction pratique de l'intellect. Dans tous les cas, il semble que l'intellect, entendu comme faculté de connaissance, ne sont pas en mesure de mettre en mouvement l'homme. L'action est considérée par Aristote comme un mouvement. Ainsi, le sujet est mu en tant qu'il désire, et le désir est donc un acte au sens où il est la cause immédiate de l'action. Cependant, le mécanisme du désir est complexe, et fait intervenir l'exercice des facultés dites supérieures comme l'imagination, l'opinion et l'intellect. En effet, le désir se détermine en fonction des représentations qui associent un objet au plaisir, et le plaisir au bien. Dans cette mesure, le désir repose aussi sur des représentations mentales et intellectuelles. C'est pourquoi la pensée ou l'intellect dit pratique intervient dans la causalité et les déterminations de l'action. D'une certaine manière, si le désir est le moteur ou la cause motrice de l'action, tandis que l'intellect ne peut se mouvoir de lui-même, il est possible pourtant de considérer que l'intellect conçoit la finalité pour laquelle le désir meut. Et cette finalité n'est autre que le bien pratique ou le bonheur. En ce sens, suivant la classification des causes et la classification des parties de l'âme que nous avons vu tout à l'heure, le désir est la cause motrice, tandis que l'intellect conçoit la cause finale, c'est-à-dire la finalité pratique. Cette dernière n'est pas entendue comme causalité efficiente ou causalité motrice, mais comme l'unité rationnelle qui donne un sens pratique à l'action humaine. La cause finale n'est pas un principe de mouvement au sens de la causalité motrice. Dans l'exemple de la statue, que nous avons vu dans l'épisode précédent sur Aristote, la causalité motrice est l'agent lui-même, c'est-à-dire l'individu, tandis que la causalité finale est l'intention pour laquelle la statue est fabriquée. Or, cette intention n'est pas motrice ou efficiente. L'intellect pratique raisonne de la manière suivante. Il pose une définition générale du bien associé au désir, puis associe cette finalité à un objet du désir déterminé qui vient de l'opinion. Par exemple, la gloire est un bien, or le courage est un bien dont on tire de la gloire. Pendant la guerre, je dois m'efforcer d'être courageux pour parvenir à la satisfaction du désir, tout en étant en accord avec la finalité pratique générale. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Philosophie Storia. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans lequel nous parlerons de la politique selon Aristote. Et merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.